Imagine un instant que tu croises quelqu'un dans un café, dans un couloir ou peut-être lors d'une simple conversation en ligne et quelque chose en toi se met à vibrer différemment. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films, juste différemment. Une légère chaleur dans la poitrine, une attention qui se réveille. Et tu te demandes, peut-être sans oser te le dire vraiment, est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi? C'est cette question, si simple en apparence, si profondément humaine, que je voudrais explorer avec toi aujourd'hui, parce que derrière elle se cachent des années de psychologie, des décennies de recherche sur l'attachement, sur la communication non verbale, sur ce que les êtres humains font quand ils aiment sans encore le dire. Je suis Christophe André et si tu me suis depuis un moment, tu sais que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de te donner des recettes miracles, ce n'est pas de te promettre que tu vas décoder quelqu'un en 10 secondes. Ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à mieux comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. Parce que comprendre, c'est déjà une forme de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Pas de l'amour tel qu'on le fantasme, idéalisé, parfait, sans aspérité, mais de l'amour tel qu'il commence vraiment, dans les petits gestes, dans les silences, dans les regards qui durent une seconde de trop. Dans ces signes que l'on ne sait pas toujours lire, parce que personne ne nous a appris à le faire. Et je voudrais commencer par quelque chose d'important. Quelque chose que je dis souvent à mes patients, à mes lecteurs, à ceux qui me suivent depuis longtemps. Apprendre à reconnaître que quelqu'un nous aimait, c'est aussi apprendre à nous reconnaître nous-mêmes. Parce que très souvent, notre difficulté à voir les signes d'amour chez l'autre n'est pas un manque d'attention. C'est un manque de confiance en notre propre valeur. Alors installe-toi confortablement. Prends le temps d'être là, vraiment là, et laisse-moi t'accompagner dans cette exploration douce et profonde de ce que signifie être aimé, et comment le reconnaître, même quand on n'ose pas encore y croire. Commençons par le commencement, par ce que la psychologie appelle les signaux d'intérêt précoce. C'est tout premier signe, souvent discret, que quelqu'un commence à ressentir quelque chose pour toi. Et je veux te dire quelque chose d'emblée. Ces signes ne sont pas des codes secrets réservés à quelques initiés. Ils sont universels, ils traversent les cultures, les âges, les personnalités, parce qu'ils viennent de quelque chose de beaucoup plus profond que les habitudes sociales. Ils viennent du corps, et le corps, lui, ne ment pas facilement. Le premier signe, et peut-être le plus fondamental, c'est l'attention soutenue. Quand quelqu'un commence à développer des sentiments pour toi, il ou elle commence à te regarder différemment. Pas de manière intrusive, pas de manière gênante, mais avec une qualité d'attention particulière. Les psychologues appellent cela l'orientation attentionnelle sélective. En termes simples, cela signifie que notre cerveau, lorsqu'il est attiré par quelqu'un, commence à filtrer le monde autour de lui pour que cette personne apparaisse en premier plan. Pense à une salle pleine de monde. Tu peux avoir 20 personnes qui parlent en même temps. Et pourtant, si quelqu'un ressent quelque chose pour toi, il entendra ta voix. Il remarquera quand tu entres dans la pièce. Il saura, sans vraiment savoir pourquoi, où tu te trouves à chaque instant. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'amour qui commence à chercher son objet. J'ai rencontré un jour, dans le cadre de mon travail, une jeune femme que j'appellerais Léa. Léa venait me voir parce qu'elle était convaincue que personne ne l'aimait vraiment. Elle avait cette conviction profonde, ancrée depuis l'enfance, qu'elle était invisible. Et pourtant, en l'écoutant parler de son quotidien, je lui ai demandé de me décrire un collègue de travail dont elle me parlait souvent. Et au fil de la conversation, il est apparu clairement que ce collègue la regardait tout le temps, qu'il se souvenait de chaque détail de ce qu'elle disait, qu'il trouvait toujours une raison pour être là quand elle était là. Léa ne voyait pas ces signes, pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce qu'elle n'avait pas appris à croire qu'elle méritait d'être regardée ainsi. C'est là qu'elle réside souvent le vrai obstacle, pas dans la rareté des signes d'amour, mais dans notre capacité à les recevoir. Alors revenons à ces signes. Le regard d'abord. Il y a une différence très nette entre un regard ordinaire et un regard qui porte quelque chose de plus. Les recherches en psychologie sociale, notamment celles de Zick Rubin dans les années 70, ont montré que les couples amoureux se regardent dans les yeux beaucoup plus longtemps que les simples amis, connaissances. On parle d'une durée de contact visuel significativement plus élevée. Mais au-delà des chiffres, ce que tu peux ressentir, c'est une qualité différente dans ce regard. Comme si l'autre cherchait quelque chose en toi, comme si ses yeux voulaient comprendre qui tu es vraiment. Et parfois, quand tu le surprends à te regarder, il ne détourne pas immédiatement les yeux. Il sourit ou il rougit légèrement. Ou il reste là, dans ce moment suspendu, avant de revenir à la réalité. Ce moment suspendu, c'est de l'amour en train de naître. Continuons avec un autre signe qui me semble particulièrement révélateur. C'est ce que j'appelle la mémoire affective. Quand quelqu'un développe des sentiments pour toi, il ou elle se souvient de tout ce que tu lui as dit, de ton plat préféré, du nom de ton chat.
De cette anecdote que tu as mentionnée en passant il y a 3 semaines, de ta chanson préférée, de ta peur des araignées ou de ton amour des orages. Cette mémoire n'est pas un défeur conscient. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des notes pour te faire plaisir. C'est le cerveau amoureux qui enregistre tout ce qui te concerne parce qu'il te considère comme important, comme précieux. Parce que, neurologiquement parlant, les émotions positives renforçant la consolidation mémorielle. En d'autres termes, on se souvient mieux de ce qui nous touche le cœur. Alors si quelqu'un te dit, lors d'une conversation banale, tu m'avais dit que tu aimais ce genre de musique, je t'ai envoyé une chanson, ou je me souviens que tu m'avais parlé de ton frère, comment il va ? Ne minimise pas ce geste, ce n'est pas anodin. C'est un signe que tu occupes de la place dans son esprit. Et la place dans l'esprit de quelqu'un, c'est souvent le premier appartement que l'amour loue avant d'acheter quelque chose de plus permanent. Je voudrais maintenant aborder un troisième signe qui est peut-être le plus universel de tous, et c'est le signe du corps. Notre corps, avant même que notre esprit conscient ait décidé quoi que ce soit, commence à réagir à la présence de la personne aimée. Les psychologues parlent de comportement d'orientation. Le corps se tourne vers l'autre, les pieds pointent dans sa direction, même quand la conversation est tournée ailleurs, les épaules s'ouvrent, la posture change. Tout dans le langage corporel dit « je suis là pour toi, je suis disponible pour toi, tu m'intéresses ». Il y a aussi ce que les chercheurs appellent la synchronie comportementale. C'est ce phénomène fascinant où deux personnes qui s'attirent commencent à adopter les mêmes postures, les mêmes rythmes, les mêmes gestes, sans même s'en rendre compte. Si tu te penches en avant, il se penchera aussi. Si tu croises les bras, il croisera les bras. Si ton rythme de parole ralentit, le sien ralentira. C'est comme si le corps cherchait à dire « je suis comme toi, je suis avec toi, je veux me fondre dans ton monde ». C'est beau, tu ne trouves pas? Cette façon qu'a le corps de parler avant les mots, cette intelligence émotionnelle profonde qui s'exprime dans chaque petit mouvement. Si ce contenu t'aide à mieux comprendre les relations et toi-même, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer à créer du contenu qui compte. Parlons maintenant d'un autre signe qui est peut-être le moins visible mais le plus profond. C'est le signe de la vulnérabilité choisie. Quand quelqu'un commence à ressentir quelque chose pour toi, il commence à te révéler des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Pas nécessairement ses secrets les plus intimes dès le premier jour. Mais progressivement, il t'ouvre des portes. Il te parle de ses doutes, de ses peurs, de ses rêves. Il te montre des parties de lui-même qu'il protège habituellement. La psychologue Brené Brown a consacré une grande partie de sa vie à étudier la vulnérabilité. Et ce qu'elle a découvert, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le lieu de naissance de la connexion authentique. Quand quelqu'un choisit d'être vulnérable avec toi, c'est parce qu'il te fait confiance. Et la confiance dans le domaine émotionnel est souvent la première forme d'amour qui se manifeste. Alors si quelqu'un te dit « bonsoir » dans un moment de calme, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, je ne le dis à personne d'habitude, prends ce moment au sérieux, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est quelqu'un qui te tend la main depuis l'intérieur de lui-même. J'ai un ami que j'appellerai Thomas, qui est quelqu'un de très réservé. Il parle peu de lui. Il garde ses émotions pour lui avec une discipline presque militaire, et un jour il m'a raconté qu'il avait rencontré quelqu'un, et que pour la première fois depuis des années, il s'était retrouvé à parler de sa relation difficile avec son père, à parler de ses angoisses nocturnes, à parler de ce rêve qu'il avait abandonné à 20 ans. Il était surpris de lui-même. Il ne comprenait pas pourquoi ces mots sortaient ainsi. Je lui ai dit « Thomas, tu sais très bien pourquoi ». Parce que quelque chose en toi a reconnu quelqu'un à qui tu pouvais avoir confiance, et cette reconnaissance, c'est de l'amour qui commence. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'amour naissant. C'est cette façon qu'il a de transformer les petites choses en grandes choses. Soudainement, un simple café partagé devient un moment précieux. Un trajet en voiture devient une aventure. Une conversation banale sur la pluie et le beau temps devient le meilleur moment de la journée. Parce que ce n'est pas l'activité qui change. C'est la présence de l'autre qui transforme tout. Et c'est un signe en soi. Quand quelqu'un cherche à multiplier ces petits moments avec toi, quand il trouve toujours une raison pour que vous soyez ensemble, même brièvement, quand il prolonge les conversations, quand il ralentit le pas pour marcher à ton rythme, quand il invente des prétextes pour te recontacter, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la recherche. C'est quelqu'un qui cherche à être dans ton monde parce que ton monde lui fait du bien. Les psychologues appellent cela la recherche de proximité. Et c'est l'un des comportements d'attachement les plus fondamentaux que nous connaissions. Depuis nos premières années de vie, nous cherchons à être proches de ceux qui nous font sentir en sécurité, en paix, vivants. Quand un adulte cherche ta proximité, il te dit quelque chose d'essentiel sur ce que tu représentes pour lui.
Continuons notre exploration. Parce qu'il y a un signe que je veux absolument mentionner et qui est souvent mal interprété, c'est le signe de la nervosité. Oui, la nervosité. Parce que quand quelqu'un ressent quelque chose pour toi, il peut devenir maladroit, il peut trébucher sur ses mots, il peut rire trop fort à tes blagues, il peut rougir pour un rien. Il peut sembler moins sûr de lui que d'habitude et très souvent, les gens interprètent cela comme un manque d'intérêt, comme de l'indifférence, comme de la froideur, alors que c'est exactement le contraire. Cette nervosité vient du fait que tu comptes, que l'autre veut bien faire, veut bien paraître, veut être à la hauteur de ce qu'il ressent pour toi. Et cette pression intérieure crée une légère désorganisation comportementale qui se manifeste par cette maladresse si attachante. Je me souviens d'avoir lu une étude fascinante sur ce sujet. Des chercheurs avaient demandé à des participants d'évaluer leur niveau de nervosité en présence de différentes personnes. Et il s'est avéré que le niveau de nervosité était directement corrélé au niveau d'intérêt romantique. Plus on aimait quelqu'un, plus on était nerveux en sa présence. Pas parce qu'on avait peur de lui, mais parce qu'on voulait tellement que les choses se passent bien. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un perdre le fil de sa phrase en te parlant, ou renverser son café, ou oublier ce qu'il allait dire, souris intérieurement. Parce que cette maladresse, c'est peut-être de l'amour qui cherche ses mots. Voilà un autre aspect que je trouve profondément révélateur. C'est la façon dont quelqu'un réagit à tes émotions. Pas à tes succès, pas à tes moments brillants, à tes émotions, à tes tristesses, à tes peurs, à tes doutes, quand quelqu'un t'aime vraiment et ne cherche pas à te réparer immédiatement. Il ne te donne pas une liste de conseils pratiques pour aller mieux. Il reste là, il te regarde avec une attention douce, il dit « je t'entends ». Il dit « c'est normal de ressentir ça ». Il dit « je suis là ». C'est ce que les psychologues appellent l'empathie affective, la capacité à ressentir avec l'autre, pas seulement à comprendre intellectuellement ce qu'il traverse. Et cette empathie, quand elle est authentique, est l'un des signes les plus profonds d'amour que je connaisse, parce que rester présent face à la douleur de l'autre, c'est difficile. Ça demande de la force. Ça demande de mettre de côté son propre inconfort pour accueillir celui de l'autre. Et on ne fait ça que pour les gens qui comptent vraiment. Si quelqu'un dans ta vie fait ça pour toi, si quelqu'un reste là dans tes moments difficiles sans chercher à fuir ou à minimiser, sache que c'est un cadeau rare. Et c'est souvent un signe que ces sentiments pour toi vont bien au-delà de la simple amitié. Prenons maintenant un moment pour parler de quelque chose que j'aborde souvent dans mes livres et dans mes conférences. La différence entre ce que quelqu'un dit et ce que quelqu'un fait. Parce que dans le domaine des sentiments, les actes parlent toujours plus fort que les mots. Et parfois, les signes d'amour les plus clairs ne viennent pas d'une déclaration romantique. Ils viennent d'un geste simple, d'une présence constante, d'une fiabilité tranquille. Quand quelqu'un est là, quand il dit qu'il sera là, quand il tient ses promesses, même les petites, quand il se souvient de ta réunion importante et t'envoie un message pour savoir comment ça s'est passé. Quand il remarque que tu as l'air fatigué et te propose un café. Quand il fait une petite place à tes besoins dans ses décisions quotidiennes. Ces petits actes de cohérence et d'attention, c'est de l'amour en action. Pas de l'amour spectaculaire, pas de l'amour de film, mais de l'amour réel, solide, durable. Et je voudrais te dire quelque chose d'important ici. L'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité des grands gestes. Il se mesure à la constance des petits, c'est dans la régularité, dans la fiabilité, dans cette façon de continuer à être là jour après jour que l'amour montre sa vraie nature. Si ce contenu résonne avec toi, si tu te reconnais dans ce que je décris, ou si tu penses à quelqu'un, m'écoutant, prends un moment pour laisser un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de ces moments ensemble. Continuons notre chemin parce que je veux maintenant parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est la question de ce que ces signes révèlent de toi, pas seulement de l'autre, de toi. Parce que la façon dont tu reçois ces signes, la façon dont tu les interprètes, la façon dont tu y réponds ou dont tu t'en protèges, tout cela dit quelque chose de profond sur ton histoire émotionnelle. Sur les expériences qui ont façonné ta façon d'aimer et d'être aimé. Il y a en psychologie un concept fondamental que j'aime beaucoup. C'est la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et enrichie par des décennies de recherche. Cette théorie nous dit que notre façon d'entrer en relation avec les autres à l'âge adulte est profondément influencée par nos premières expériences d'attachement. Par la façon dont nos parents ou nos figures d'attachement ont répondu à nos besoins émotionnels dans la petite enfance. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était prévisible, stable, chaleureux, tu as probablement développé ce que les psychologues appellent un attachement sécure. Tu te sens relativement à l'aise dans les relations proches, tu peux recevoir l'amour sans trop de méfiance, tu peux donner l'amour sans trop de peur.
Mais si tu as grandi dans un environnement où l'amour était imprévisible, conditionnel ou absent, tu as peut-être développé un style d'attachement différent, peut-être anxieux, où tu as constamment besoin de réassurance. Peut-être évitant où tu te protèges de la proximité parce qu'elle te semble dangereuse, peut-être désorganisée où tu veux l'amour et tu en as peur en même temps. Et c'est pour ça que certaines personnes, même quand tous les signes sont là, même quand quelqu'un les aime clairement, ne peuvent pas le voir ou ne peuvent pas le croire, ou le voient mais s'enfuient. Ce n'est pas de la stupidité, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une protection, c'est une ancienne stratégie de survie émotionnelle qui continue à s'activer même quand elle n'est plus nécessaire. Je pense à une patiente que j'appellerai Sophie. Sophie était une femme brillante, chaleureuse, aimée de tous. Et pourtant, chaque fois qu'un homme lui montrait des signes clairs d'intérêt et d'affection, elle trouvait une raison de douter. Il est trop gentil, ça cache quelque chose. Il ne peut pas vraiment m'aimer, il ne me connaît pas encore vraiment, ça va finir par mal tourner. Au fil de nos séances, nous avons découvert que Sophie avait grandi avec un père qui exprimait son amour de manière très imprévisible, parfois chaleureux et présent, parfois froid et distant sans raison apparente. Et Sophie avait appris très tôt que l'amour n'était pas fiable, qu'il valait mieux ne pas y croire trop vite pour ne pas être déçu. Le travail thérapeutique avec Sophie a consisté en partie à lui apprendre à distinguer le passé du présent, à reconnaître que l'homme devant elle n'était pas son père, que ses signes d'amour n'étaient pas des pièges, que sa valeur ne dépendait pas de la constance émotionnelle d'un parent défaillant. Et c'est peut-être le travail le plus important que chacun d'entre nous puisse faire. Apprendre à voir l'amour tel qu'il est dans le présent sans le filtrer à travers les lunettes du passé. Voilà quelque chose que je veux que tu gardes avec toi. Ta difficulté à recevoir l'amour n'est pas un défaut de caractère, c'est une cicatrice. Et les cicatrices, avec du temps, de la bienveillance et parfois de l'aide, peuvent se transformer en sagesse. Continuons notre exploration avec un autre aspect fascinant, ce que j'appelle les micro-expressions d'amour. Ces tout petits signaux, souvent imperceptibles, ce que le visage envoie quand le cœur est touché. Paul Ekman, le grand psychologue américain spécialiste des émotions faciales, a passé sa vie à étudier ces micro-expressions. Et ce qu'il a découvert, c'est que le visage humain est incapable de mentir complètement. Même quand quelqu'un essaie de cacher ses émotions, même quand il garde une masque de neutralité, des micro-expressions fugaces qui durent parfois moins d'un quart de seconde, trahissent ce qu'il ressent vraiment. Dans le contexte de l'amour naissant, ces micro-expressions se manifestent souvent sous forme de sourires involontaires. Tu dis quelque chose et avant même que l'autre ait le temps de contrôler son visage, un sourire apparaît. Pas un sourire de politesse, un sourire qui vient de l'intérieur. Un sourire qui plisse légèrement les yeux, ce que les spécialistes appellent le sourire de Duchenne, du nom du neurologue qui l'a identifié. Ce sourire-là, on ne peut pas le fabriquer, il vient tout seul. Et il dit « tu me fais du bien, tu me rends heureux, tu comptes pour moi ». Il y a aussi la dilatation des pupilles. Quand on est attiré par quelqu'un, nos pupilles se dilatent légèrement. C'est une réaction du système nerveux autonome, complètement involontaire, et c'est pour ça qu'on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Parce qu'ils montrent ce que le cœur ressent, même quand les lèvres se taisent. Et puis il y a cette façon particulière qu'a le visage de s'illuminer quand quelqu'un que l'on aimait entre dans la pièce. Un léger relèvement des sourcils, un regard qui s'anime, une posture qui se redresse, tout le corps dit « tu es arrivé et ça change quelque chose pour moi ». Ces signaux sont subtils. Ils demandent de l'attention pour être vus, mais ils sont là. Et quand tu commences à les remarquer, tu réalises que les gens autour de toi communiquent en permanence bien au-delà des mots. Si ce contenu t'apporte quelque chose, si tu te sens un peu plus éclairé sur toi-même et sur tes relations, n'oublie pas de t'abonner et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien m'aide à continuer ce travail. Je voudrais maintenant aborder quelque chose d'un peu plus délicat, quelque chose dont on parle moins souvent mais qui me semble essentiel. C'est la question des signes d'amour chez les personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions parce que tout le monde n'exprime pas l'amour de la même manière. Et c'est une réalité que j'ai rencontrée des centaines de fois dans ma pratique clinique. Il y a des gens qui diront « je t'aime » facilement, qui feront des déclarations romantiques, qui enverront des fleurs et des messages tendres. Et il y a d'autres personnes tout aussi aimantes, peut-être même davantage, qui expriment leur amour d'une manière complètement différente, qui n'ont pas les mots mais qui ont les actes. Gary Chapman a développé un modèle que j'aime beaucoup, même si je lui apporte quelques nuances. Il parle des 5 langages de l'amour. Les mots d'affirmation, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et l'idée centrale est que chacun de nous a un langage principal pour exprimer et recevoir l'amour. Et quand 2 personnes n'ont pas le même langage, elles peuvent s'aimer profondément sans que l'autre le sente vraiment.
Imagine quelqu'un dont le langage de l'amour est les services rendus. Il ne te dira pas souvent qu'il t'aime, il ne t'écrira pas de poèmes, mais il réparera ton vélo sans que tu le lui demandes. Il te préparera ton repas préféré quand tu es fatigué. Il s'occupera de toutes les petites choses pratiques de ta vie pour que tu aies moins de charges. Pour lui, c'est comme ça qu'on dit « je t'aime ». Et si tu attends les mots, tu risques de passer à côté de tout cet amour silencieux et concret. C'est pour ça que je dis souvent « apprends le langage de l'amour des gens qui t'entourent ». Ne mesure pas leur amour à l'aune de ton propre langage. Pose-toi la question « comment est-ce que cette personne exprime habituellement ce qui compte pour elle et est-ce qu'elle fait ça pour moi ?» Parce que l'amour prend des formes infiniment variées et réduire l'amour à une seule façon de l'exprimer, c'est risquer de passer à côté de certains des plus beaux amours de ta vie. Voilà quelque chose que j'ai observé maintes fois et qui me touche profondément. C'est la façon dont quelqu'un qui t'aime parle de toi quand tu n'es pas là. Parce que quand on aime quelqu'un, on pense à lui. Et quand on pense à quelqu'un, son nom sort naturellement dans les conversations, sans effort, sans raison particulière, juste parce qu'il est là dans la tête, dans le cœur. Des amis communs te rapportent qu'il a parlé de toi, que ton nom est revenu dans la conversation alors que tu n'étais pas là. Que quand on lui a demandé comment il allait, il a mentionné quelque chose que tu lui avais dit. Ce n'est pas anodine. C'est une preuve que tu existes dans son monde intérieur, que tu occupes de l'espace dans ses pensées, même quand la vie quotidienne l'emporte ailleurs. Et c'est l'un des signes les plus sincères qui soit. Parce que devant toi, quelqu'un peut jouer un rôle, contrôler ses réactions, gérer son image. Mais quand tu n'es pas là, quand il n'y a aucune raison stratégique de mentionner ton nom et qu'il le fait quand même, c'est que tu es vraiment là, dans lui. Abordons maintenant quelque chose que je considère comme l'un des signes les plus profonds et les plus méconnus de l'amour naissant. C'est ce que j'appelle l'intérêt pour ton monde intérieur. Pas seulement pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis, pour ce que tu représentes socialement, mais pour qui tu es vraiment, pour ce que tu penses, pour ce que tu ressens. Pour ce qui t'a fait peur et ce qui t'a fait rêver, quand quelqu'un t'aime, il veut te connaître, pas te posséder. Te connaître, il pose des questions sur ta vie, sur ton enfance, sur tes expériences. Il écoute tes réponses avec une attention véritable, il relance, il creuse, il explore, pas par curiosité superficielle, par désir de comprendre qui tu es vraiment. Et cette curiosité pour ton monde intérieur est fondamentalement différente de la curiosité sociale ordinaire. Elle a une qualité particulière, une douceur, une patience, elle ne cherche pas à chouger. Elle cherche à comprendre et dans cette compréhension, il y a déjà de l'amour. Arthur Aron, un psychologue américain, a mené une expérience célèbre dans les années 90. Il a fait asseoir des inconnus face à face et leur a demandé de se poser mutuellement des questions de plus en plus personnelles et intimes. Et il a observé que cette pratique de partage profond créait des liens émotionnels forts très rapidement. Certains participants sont même tombés amoureux au cours de l'expérience. Parce que c'est laisser connaître vraiment et connaître vraiment l'autre, c'est l'une des expériences les plus intimes et les plus puissantes qui existent. Alors si quelqu'un te pose des questions qui vont au-delà des banalités, si quelqu'un veut vraiment savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, si quelqu'un te regarde comme si chaque mot que tu dis était précieux, sache que c'est un signe magnifique. C'est quelqu'un qui s'approche de toi, pas seulement physiquement, mais dans la dimension la plus profonde de l'être. Je voudrais maintenant faire une petite pause dans notre exploration des signes pour parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose que je considère comme le fondement de toute relation amoureuse saine. Et c'est la question de l'estime de soi, parce que reconnaître les signes d'amour, c'est bien, mais pouvoir les recevoir, les accueillir, y répondre avec confiance et ouverture, ça demande quelque chose de plus. Ça demande de croire au fond de soi que tu mérites d'être aimé. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette phrase peut sembler simple en surface. Bien sûr que je mérite d'être aimé. Mais quand on creuse un peu, quand on regarde honnêtement comment se comporter dans les relations, on réalise souvent que cette croyance n'est pas aussi solide qu'on le voudrait. Il y a des gens qui sabotent inconsciemment leur relation dès que ça commence à bien se passer, qui trouvent des défauts à l'autre pour se donner une raison de partir, qui testent l'amour de l'autre jusqu'à l'épuiser, qui se rendent indisponibles émotionnellement pour ne pas avoir à recevoir ce qu'ils ont peur de perdre. Tout ça, c'est de l'estime de soi fragilisée qui se défend. C'est une partie de soi qui dit « si je n'y crois pas trop, je ne serai pas trop déçu. Si je ne m'y attache pas trop, ça ne fera pas trop mal quand ça partira. » Et le paradoxe tragique, c'est que ces comportements de protection deviennent souvent les causes de la rupture qu'on cherchait à éviter. Alors voilà ce que je veux te dire avec toute la douceur que je peux mettre dans ces mots. Travailler sur ton estime de soi n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose que tu feras quand tu auras le temps ou quand tu te sentiras mieux. C'est la base, c'est le sol sur lequel tout le reste peut pousser. Et ce travail peut prendre du temps.
Il peut demander de l'aide parfois professionnelle, mais il est possible, et il vaut tout l'effort qu'il demande, parce que tu mérites de recevoir l'amour qu'on te donne, tu mérites de le voir, tu mérites de le croire, et tu mérites de le laisser rentrer. Si tu es en train de te reconnaître dans ces mots, si quelque chose en toi se réveille en m'écoutant, je t'encourage à t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Il y a encore tellement de choses dont nous pouvons parler et chaque épisode est une occasion de mieux te comprendre et de mieux comprendre ceux qui t'entourent. Revenons maintenant aux signes. Parce que j'en ai encore plusieurs à explorer avec toi et ils sont tous importants. Parlons du signe de la protection douce. Quand quelqu'un commence à t'aimer, il développe une attention particulière à ton bien-être. Pas de manière possessive ou contrôlante, mais d'une façon douce, presque instinctive, il marche du côté de la route pour te protéger du trafic. Il vérifie que tu es rentré sain et sauf. Il s'assure que tu as mangé, que tu n'as pas trop froid, que tu vas bien. Ces petits gestes de soin, si naturels, si spontanés, sont de l'amour qui s'exprime dans sa forme la plus primitive et la plus belle. Parce que l'amour, dans son essence biologique, est avant tout un système de protection. Nous aimons ceux que nous voulons garder en vie, en bonne santé, en sécurité. Et quand quelqu'un active ce système de protection pour toi, c'est son cerveau et son cœur qui te disent « Tu comptes, tu es précieux pour moi, je veux que tu sois bien ». Il y a aussi le signe de la jalousie douce. Je dis douce parce que je ne parle pas de jalousie toxique, possessive, destructrice. Je parle de cette légère tension que quelqu'un ressent quand il te voit proche d'une autre personne, ce léger changement d'humeur. Cette question posée avec un peu trop de désinvolture, c'est qui ce type avec qui tu parlais tout à l'heure? Cette jalousie-là, quand elle est légère et non envahissante, est un signe que tu comptes. Que l'idée de te perdre crée une légère douleur, et cette douleur, c'est de l'attachement. Bien sûr, je vais être clair ici, la jalousie excessive, contrôlante, agressive, n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est de l'insécurité et elle n'a pas sa place dans une relation saine. Mais cette légère teinte de jalousie, ce petit pincement qui dit « je tiens à toi », c'est quelque chose de très humain et de très révélateur. Parlons maintenant d'un signe que j'adore particulièrement, c'est le signe de la complicité. Quand deux personnes développent des sentiments l'une pour l'autre, il se crée entre elles une forme de langage privé. Des blagues qui vous seuls comprenez, des références internes, des regards entendus qui disaient en une seconde ce qu'il faudrait 10 minutes à expliquer à quelqu'un d'autre. Cette complicité, c'est de l'amour qui construit son propre monde. Et c'est beau, vraiment beau, parce que ça dit tu es quelqu'un avec qui j'ai envie de créer quelque chose, pas seulement de partager ce qui existe déjà, mais de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartient qu'à nous. Les psychologues parlent de co-construction identitaire dans les relations amoureuses. L'idée que quand deux personnes s'aiment, elles créent ensemble une troisième entité, la relation elle-même, avec ses propres codes, ses propres rituels, ses propres façons d'être. Et cette complicité naissante, ses premières blagues partagées, ses premiers regards complices, c'est le début de cette construction. Je veux aussi parler d'un signe qui concerne le futur. Parce que quand quelqu'un commence à t'inclure dans ses projections futures, pas nécessairement de manière explicite, pas forcément en disant tu seras là quand je ferai ça dans 10 ans, mais dans des petites phrases anodines, on devrait aller voir ce film quand il sort, tu aimerais ce restaurant, on pourrait y aller, si tu viens à Paris un jour je te montrerai mon quartier préféré. Ces petites projections dans le futur, si naturelles, si légères, disent quelque chose d'important. Elles disent « je t'imagine dans ma vie et demain, je te vois encore là, dans les semaines et les mois qui viennent. Tu fais partie de mon futur, même si je ne te l'ai pas encore dit explicitement. » Et c'est un signe très précieux parce que le futur, c'est l'endroit où on met ce qu'on veut garder. Et si quelqu'un te met dans son futur, même en imagination, même dans une petite phrase en passant, c'est qu'il a envie de te garder. Voilà, nous avons exploré de nombreux signes ensemble. L'attention soutenue, la mémoire affective, le langage du corps, la vulnérabilité choisie, la recherche de proximité, la nervosité révélatrice, l'empathie affective, les micro-expressions, les langages de l'amour, l'intérêt pour ton monde intérieur, la protection douce, la jalousie légère, la complicité naissante et les projections dans le futur. Mais avant de conclure, je veux revenir sur quelque chose d'essentiel, quelque chose que j'ai mentionné au début et sur lequel je veux insister. Parce que tous ces signes, aussi révélateurs soient-ils, ne servent à rien si tu ne peux pas les recevoir. Et recevoir l'amour, ça s'apprend, ça se travaille. Ça demande de la conscience, de la bienveillance envers soi-même et parfois du courage. Recevoir l'amour, c'est d'abord accepter qu'on a un mérite. C'est arrêter de chercher la faille dans chaque geste de tendresse. C'est laisser entrer la chaleur de l'autre sans immédiatement construire un mur. C'est dire merci simplement quand quelqu'un te fait du bien. C'est répondre à la vulnérabilité de l'autre par la tienne propre. C'est un apprentissage.
Et comme tous les apprentissages, il y a des moments de maladresse, des réchutes, des doutes, mais il y a aussi des moments de grâce. Ces moments où tu réalises que tu es en train d'être aimé, vraiment aimé, et que tu peux le laisser entrer. Ces moments sont parmi les plus beaux de l'existence humaine. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans ce chemin. Et ce qui me touche toujours profondément, c'est de voir quelqu'un qui, pendant des années, ne croyait pas mériter l'amour, apprendre progressivement à l'accueillir.